De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec notre invitée Sylvie Ouedraogo, secrétaire à la mobilisation de l'Union nationale des femmes du MPP France, le parti présidentiel au Burkina Faso, et nos éditorialistes sont toujours avec nous également. Il s'agit d'Alfred Chango et de Samuel Gembok. Après l'acquisition de 79% du capital de Procrédit Bank Congo, l'institution bancaire Equity Bank Kenya continue ses projets d'expansion. Elle s'intéresse désormais aux actifs africains de la banque britannique Barclays qui compte se désengager du continent d'ici 2 à 3 années. C'est un sujet préparé par Deo Gracias Kodo. Le groupe kényan Equity Bank ambitionne le rachat des actifs africains de la banque britannique Barclays. Début 2015, le groupe bancaire avait annoncé un plan d'expansion de ses activités dans une dizaine de pays africains, en plus de ses filiales en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda ou encore au Soudan du Sud. Equity Bank y a consacré une enveloppe de 2 milliards de dollars. Barclays, de son côté, avait annoncé en mars 2016 qu'il allait céder sa participation de 62% dans sa filiale africaine, laquelle a été valorisée à quelque 4,1 milliard d'euros. Nous entrevoyons une réelle opportunité. C'est vrai qu'ils ont une très bonne franchise ici au Kenya, au Botswana et au Ghana. Ce sont des marchés que nous voulons pénétrer ou sur lesquels nous sommes déjà présents. Mais puisque nous voulons accroître notre part de marché dans ces pays, c'est une occasion énorme, soit par acquisition, soit en nous positionnant comme une alternative crédible. Dans toute la région, s'il y a un groupe de référence et bien placé, c'est sans doute Equity Bank. Pour le compte de 2016, Equity Bank prévoit davantage de rendements sur les actifs et capitaux propres grâce aux marchés régionaux. Par ailleurs, l'investissement de l'institution bancaire dans la téléphonie mobile, notamment avec Equitel, avait permis en 2015 de réduire de 4% les coûts du personnel et il devrait baisser de 5% en 2016. Nous avons lancé Equitel le 24 août 2015 et aujourd'hui nous comptons pas moins de 1,7 million de clients. D'ici la fin de cette année 2016, nous pensons avoisiner les 3 millions d'abonnés. En ce qui concerne les activités de la banque, nous nous dirigeons vers un environnement macroéconomique presque stable. Les taux de change sont stabilisés et redescendront très probablement. Début mars 2016, Equity Bank a révélé avoir réalisé un bénéfice avant impôt d'environ 24 milliards de shillings en 2015 contre 22,4 milliards de shillings en 2014. Elle compte booster sa croissance au cours des prochaines années grâce au géant anglais Barclays. Ce dernier compte se désengager complètement de l'Afrique d'ici 2 à 3 ans en cédant l'ensemble de ses filiales sur ce continent jugé peu rémunératrice. Alfred, il me semble qu'il y a également Attijari Wafa Bank, le groupe bancaire marocain, dans la course. Ça va être un choc des titans, j'ai envie de dire. Mais absolument, parce que Barclays, c'est un nom. On sait que c'est une banque qui est aussi en Afrique depuis très longtemps, que ce désengagement, effectivement, permettrait à la banque qui acquérerait justement ces succursales de la Barclays d'étendre justement son périmètre d'activité et d'action et sa visibilité à travers le continent. Alors, qui d'Attijari Wafa Bank, d'Equity, va l'emporter, ça, personne ne peut le dire aujourd'hui. Peut-être qu'on irait vers le partage, justement, de ces actifs de la Barclays, mais c'est une opportunité, effectivement, qui s'offre à ces banques, justement, d'étendre leur périmètre d'activité et puis d'autant que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ce sont des banques qui ont une forte solvabilité. Ce qui permet effectivement d'amortir d'ailleurs le choc du rachat éventuel de la Barclays Bank qui tire à 4 milliards de dollars. Donc de pouvoir non seulement acquérir la banque, mais aussi ensuite d'essayer de lancer des actions, des obligations dans toute cette région-là et puis d'accroître justement leur capacité de financement des projets ou d'investissement. Donc c'est vraiment tout bénéfice, soit pour Attijari Wafa Bank, j'y arriverai, ou alors pour Equity. Oui, c'est vrai, Samuel, c'est quand même une belle opportunité de pouvoir récupérer les parts de la Barclays. Oui, surtout que s'il y a un calendrier qui est établi, qui permet de voir au fur et à mesure l'autonomie que Equity Bank arrive à avoir. Mais de toutes les façons, quand on suit les responsables, ils sont beaucoup plus optimistes et l'optimisme n'est pas fondé sur des émotions. C'est des gens qui ont très bien étudié le marché et qui ont eu
le temps de bien connaître le marché. Et la diversification d'ailleurs des services au sein de la banque montre que l'entreprise bancaire a des ambitions, non seulement au niveau national, mais au niveau régional, compte tenu des performances économiques des États de la région. Il faut rappeler aussi que les pays anglo-saxons de la communauté économique des États de l'Est sont très dynamiques, et donc il faut un secteur bancaire très dynamique qui puisse accompagner les différents services et les différents projets qui sont décidés par les gouvernements. Alfred, au niveau du secteur bancaire, on a quand même un marché qui est très disparate sur le continent africain. On a des pays qui vont être très performants, comme le Maroc ou encore le Kenya, et on a d'autres pays qui sont clairement à la traîne. Exactement, parce que je crois que les États n'ont pas très bien saisi l'importance d'avoir un réseau bancaire solide, que ce soit les banques commerciales, ou les banques de crédit. Les États n'ont pas très bien compris. En fait, se sont fondés seulement sur l'existence d'une banque nationale, mais rarement sur ce réseau des banques. Et dans les pays anglo-saxons, on a compris cela. Au Maroc aussi, on a compris très tôt que les affaires ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas un réseau bancaire important. Et au fond, Attijari Wafa Bank, là, pour le cas du Maroc, justement, concourt pour avoir Barclays. Pourquoi? Parce que justement, non seulement c'est une banque qui est solide, solidement implantée, qui a des actifs qui est solvable et qui peut justement étendre ce réseau, et ça lui permettrait effectivement à l'une comme à l'autre banque justement de pouvoir s'ancrer davantage encore en Afrique et puis de se visibiliser mieux encore. Et le gouvernement djiboutien vient de prendre une mesure en vue de réduire le coût de l'électricité. Une baisse de 10% a été actée, de quoi ravir les consommateurs. Mais pourtant, les déficits énergétiques du pays est encore une réalité. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Djibouti, Olive Adjakotan. Le coût de l'électricité connaîtra une baisse de 10% dès fin mars 2016 à Djibouti. Une décision arrêtée en Conseil des ministres le 15 mars 2016. Désormais, le plus bas prix est fixé à 28 francs Djibouti par kilowatt et le plus élevé des tarifs sera de 55 francs Djibouti le kilowatt. C'est la première baisse observée dans ce secteur en 2016. Ça montre bien que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour sa population et donc c'est une initiative noble. C'est un premier pas positif, mais il faut aller de l'avant et voilà, réduire l'électricité si on veut un développement réel et constructif. La facture électrique des logements sociaux a été également réduite de 30% en 2012. Plusieurs projets comme la production des énergies solaires, géothermiques et éoliennes sont en cours de réalisation pour une indépendance énergétique à Djibouti. Nous pensons continuer cette baisse aussitôt que nous aurons suffisamment d'importations électriques du côté d'Éthiopie, ou que nous puissions produire avec des énergies éoliennes ou solaires, avec des prix donc concurrentiels. C'est comment mettre à la disposition de la population djiboutienne une énergie la moins chère possible. Comme vous le savez, l'Éthiopie est un des pays où l'électricité est la moins chère. Et notre ambition, c'est d'arriver un jour au même tarif que l'Éthiopie. On estime entre 7 à 8% la quantité d'énergie perdue à cause des fraudes. Les autorités ont installé 3500 compteurs intelligents depuis 2014 pour mieux réguler ce secteur. L'installation de 5000 autres sont en cours. Samuel, l'électricité reste chère à Djibouti malgré cette baisse de 10%, mais rien de plus normal quand on sait la proportion d'électricité que Djibouti importe. Oui, clairement, mais je pense que l'État a lancé de vastes projets au cours de ces 3 dernières années. Et comme le dit le directeur de l'agence en question, je pense que plus le pays va acquérir une certaine autonomie, plus des marges de manœuvre pourront s'offrir pour baisser le cours de l'électricité. Et en même temps, s'il y a eu par le passé et actuellement un mouvement de corruption par rapport au prélèvement, au recouvrement, il est important de baisser peut-être ce cours pour que les populations, au lieu de trafiquer avec les agents de contrôle, puissent avoir plus facilement accès à l'électricité et à moindre coût. Ils pourront peut-être déclarer, payer leurs factures en temps et en heure.
Alfred, l'indépendance énergétique, ça passe aujourd'hui en tout cas par les énergies renouvelables, mais quel type éolien, hydrique, solaire ou mix énergétique? Il faut dans tous les cas un mix, et puis au regard de la situation géographique de Djibouti, c'est vraiment alors la conjonction de toutes ces énergies éoliennes, solaires et puis hydroélectriques, géothermiques même, que ça a été rappelé. C'est vraiment ce mix-là qui permettra à Djibouti à terme d'arriver à cette autonomie énergétique électrique. Mais oui, au grand bénéfice des populations. Mais je reste sceptique quand même sur cette baisse-là de 10%, puisque on ne dit pas quel sera le manque à gagner de l'entreprise nationale d'électricité. Je veux bien qu'il y ait des mesures électoralistes qui vont vers les populations, mais que en retour, la compagnie ne soit en difficulté justement de financement, d'investissement par la suite. Ça, c'est ma grosse crainte. Mais enfin, bon, le mix permettrait effectivement d'arriver à cette autonomie-là. Merci Alfred. Mais je suis très heureux d'avoir été avec vous autour de ce plateau, et puis merci à mes très chères téléspectatrices. Plaisir partagé Alfred, comme toujours. Et merci à vous également Samuel. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous Madame Ouedraogo, merci pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes secrétaire à la mobilisation de l'Union nationale des femmes du MPP France, le parti présidentiel au Burkina Faso. Merci. Merci Madame Amira. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini puisqu'on se retrouve demain en cette semaine consacrée au rôle de la femme dans les sociétés africaines. À très vite.